Les amis, regardez, où il est parti mon baladin encore. Je ne sais pas ce qu'il a. Dès qu'on est ici dans les Landes, je crois que c'est une de ses régions préférées, en plus l'Aquitaine, eh bien il se balade, il se promène, il compte, il fait des proverbes. Et aujourd'hui, il a décidé de nous emmener notre guide du côté de Cap-Breton. C'est bien ça, mon Jean-Seb? Allô? Ah bah, Laurent, je suis retourné au bord de l'océan ce matin parce que je voulais vous emmener à Cap-Breton. Cap-Breton, ça a été un port actif au XIIe et au XIIIe siècle. Il était au débouché de l'Adour. Et puis, en 1578, on a décidé de déplacer l'embouchure de l'Adour pour l'emmener jusqu'à Bayonne. Du coup, Cap-Breton a perdu de sa superbe, et ce, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, où c'est devenu une station balnéaire. Au début de l'époque des bains de mer, c'est devenu donc une station balnéaire familiale, vivante, intéressante, commerçante toute l'année, et c'est redevenu du coup le seul port des Landes, port où on peut venir amarrer son bateau, son voilier, de manière très tranquille. Du coup, la ville respire à nouveau les embruns. Je vous propose de partir la visiter, cette ville de Cap-Breton, avec un de ses plus fervents défenseurs, c'est Hugo Verlhomme. Avec ses ruelles et ses maisonnettes gentiment apprêtées, avec son église et sa tour, avec la maison du Ré où séjourna Henri IV, Cap-Breton est l'un des joyaux des Landes. Mais pour découvrir ce qui fait sa vraie richesse, il faut se rapprocher de la côte. Depuis toujours, l'océan Atlantique frappe de sa houle rageuse les plages de Cap-Breton. Et le vent s'abat sans discontinuer sur la côte. Ici, au bord du golfe de Gascogne, les éléments sont les architectes du paysage. À 62 ans, Hugo Verlhomme est un écrivain passionné par la mer. Pour lui, le site le plus exceptionnel de la ville se trouve sous l'eau. Juste à la sortie de cette passe, il s'agit de ce que l'on appelle le gouffre, une formation géologique exceptionnelle. C'est un canyon sous-marin très connu dans le monde entier par les chercheurs parce qu'il a des particularités que n'ont pas d'autres canyons. C'est un canyon qu'on pourrait comparer un petit peu au canyon du Colorado par son gigantisme et par sa morphologie. Le gouffre, c'est tout le mystère des abysses à quelques centaines de mètres à peine de la côte. Ces images de synthèse permettent d'en mesurer l'immensité. Avec ses 200 km de long, ces plateaux, ces précipices qui s'enfoncent jusqu'à 3500 mètres de fond, le gouffre est l'un des canyons sous-marins les plus fascinants du monde. Le port de Cap-Breton lui doit sa prospérité. C'est grâce au gouffre que pullulent ici poissons et crustacés dont les marins landais tirent le meilleur parti. Et c'est grâce aussi à lui que se forment les vagues qui font le bonheur des surfeurs. Pour Hugo, c'est le gouffre, encore largement inexploré, qui fait de Cap-Breton un lieu réellement exceptionnel. Cet endroit ne peut pas avoir été ainsi désigné par la nature depuis des millions d'années, puisque ce gouffre est très ancien, sans avoir une force particulière, une magie, un tellurisme et quelque chose de spécial. À Cap-Breton, c'est donc l'océan qui est le maître des lieux. Rien d'étonnant à ce que le symbole le plus connu de la ville soit cette estacade datant du 19e siècle. Destinée à protéger l'entrée du port, cet assemblage de madriers n'a pas été conçu du tout au hasard. Cette estacade est bâtie à claire-voie, c'est-à-dire que la mer peut passer à travers cet édifice. Les courants, les vagues peuvent passer à travers, ce qui fait qu'il résiste beaucoup mieux à la mer qu'un mur qui serait très solidement construit en béton et qui risquerait d'être abîmé par les assauts de l'océan qui sont très puissants ici. Malgré toute l'ingéniosité de cette construction, l'estacade a souffert des furieuses tempêtes de l'hiver. Ce sont les vagues qui ont littéralement arraché ses poutres. Il faut donc reconstruire et c'est le travail de Nicolas. Pour lui, la tâche est plutôt difficile. C'est compliqué par rapport non seulement aux intempéries, mais surtout par rapport à la marée, puisque comme ça monte vite, on est obligé de faire en fonction de la marée et de travailler le plus rapidement possible. Ouais. Mais s'il en répare les dégâts impressionnants, en bon landais, Nicolas admire avant tout l'aspect spectaculaire des tempêtes.
Comme pas mal de Cabretonnais, on vient au bord de la mer, on constate les grosses vagues, mais c'est rien de traumatisant, on en a quand même vu quelques-unes. Les tempêtes de l'hiver n'ont pas seulement attaqué l'estacade, elles ont aussi grignoté la côte. Et cela peut paraître incroyable, mais en seulement 1 an, elle a reculé de près de 20 mètres par endroit. Mais ce processus d'érosion ne date pas d'hier. Pour s'en rendre compte, il faut aller sur la plage où se dressent ces blocos. Quand j'étais gamin dans les années 50, nous allions jouer dans les blocos de Cabreton, mais pour y parvenir, il fallait se frayer un chemin dans les broussailles, dans les murs et les ronces, parce que ces blocos étaient toujours sur la dune dans les années 50. Ils étaient entourés de végétation et on ne les voyait presque plus. Or, aujourd'hui, ces blocos sont à l'emplacement exact où ils ont été construits. C'est-à-dire, ils ne sont pas tombés de la dune, c'est la dune qui a été retirée en dessous comme on tire un tapis, comme on tire une nappe. Et nous voyons à quel point ces blocos qui sont maintenant les pieds dans l'eau tout le temps, montrent à quel point notre côte, nos dunes ont reculé de façon dramatique. Échoués sur le sable, ces extraordinaires masses de béton évoquent un paysage de science-fiction, telles les ruines d'une cité abandonnée. On se croirait presque dans un décor de cinéma. Avec les intempéries, avec les tempêtes, avec les algues, avec les vagues, avec le fait qu'ils soient déplacés dans tous les sens, eh bien, on a fini par aimer ces blocos. Ils font partie de la plage. Les gens viennent de partout pour les photographier. De temps en temps, ils apparaissent. De temps en temps, le sable les recouvre. Ils sont vivants. Et c'est vrai que maintenant, j'aime ces monuments comme quelque chose de faisant partie intégrante de la plage de Cabreton. Un attachement que partagent d'ailleurs tous les caps bretonnais. Et ces blocos, symboles du mur de l'Atlantique et de la Deuxième Guerre mondiale, sont devenus un lieu de promenade pour les familles et pour les toutous. Car à Cap-Breton, l'air vigoureux de l'Atlantique inspire désormais des sentiments bien pacifiques. Il y a un fameux proverbe hawaïen qui dit « Ne tourne jamais le dos à la mer ». C'est encore plus vrai ici, à Cap-Breton, justement à cause de ce gouffre qu'on a découvert dans le reportage. Un gouffre, c'est un canyon sous-marin, c'est une entaille profonde dans le talus continental dont l'extrémité arrive très très proche du littoral. Alors, ce gouffre, avec ses méandres, avec son éperon rocher, avec ses falaises, qui s'enfoncent à plus de 3000 mètres de profondeur, à quelques encablures du trait de côte, c'est quelque chose de totalement impressionnant et il n'y en a pratiquement aucun autre au monde. Et ça donne donc une zone de pêche absolument magnifique parce qu'il y a énormément de nourriture pour les poissons. Ça donne également une zone extrêmement dangereuse et difficile à naviguer. C'est toute la difficulté du golfe de Gascogne, mais ça donne surtout la vague de la Nord, une vague connue des surfeurs du monde entier qui se formerait à la tête du gouffre et qui vient comme ça s'écraser sur les plages entre Osgore, Cap-Breton et Seignos. C'est ce qui fait que cette zone est une des plus belles pour le surf et c'est ce qui fait que moi, je vais aller surfer. Je vous laisse, je vais m'habiller et je vais y aller. Peut-être je reviens avant la fin de l'émission, Laurent. Peut-être. Eh vas-y mon Seb, il est formidable. Vous vous rendez compte comme il est bon le professeur? C'est un escroc là, je crois que c'est un escroc. J'y crois qu'il va revenir. Mais c'était passionnant là l'histoire de ce gouffre. Hein. C'est ce qui fait cette diversité sur la France, qui fait qu'effectivement il y a de tels poissons ici qui sont ramenés par les pêcheurs, comme vous l'avez compris. C'est cette fosse abyssale étonnante qui vient là comme ça lécher le trait de côte. C'est 106 km de sable, regardez. C'est dunes à perte de vue. On aura le loisir de vous en parler. Hein. Et puis cette mer à rouleau, et vous l'avez bien compris, c'est dû à cette fosse abyssale qui est en dessous. Merci professeur, merci Jean-Seb de nous avoir donné tant de détails sur le littoral landais. Là maintenant vous savez tout. Hein.